Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée au saillant de Saint-Mihiel, du moins dans sa première partie. Pour commenter le saillant de Saint-Mihiel, on ne saurait parler de celui-ci sans évoquer Verdun. Pourquoi? Tout simplement, remettons-nous dans le contexte du plan Schlieffen, qui voulait à tout prix encercler Verdun, car Verdun était une menace donc pour aller sur Paris le plus directement possible. Mais seulement Verdun est une ville fortifiée, comme vous le savez, et bien sûr il a fallu la contourner. Les troupes du Kronprinz, donc installées sur déjà les hauts de Meuse dans la partie nord-ouest et nord-est, donc de cette bonne vieille ville fortifiée de Verdun, et ensuite plein est, dans le secteur de la Wavre, en direction de Saint-Mihiel. Il sera aidé en cela par le 6e corps d'armée allemand, commandé par le Kronprinz von Ruprecht de Bavière, qui lui arrivera de Nancy après la bataille du Grand Couronné et essaiera de prêter main forte à la 5e armée allemande, dont la jonction est prévue sur les hauts de Meuse. Dans cette première phase qui se déroule du 5 au 13 septembre, dans cette première phase d'encerclement, de tentative d'encerclement, c'est le fort de Troyon, finalement, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud de Verdun, qui va résister vaillamment aux coups de boutoir allemands qui, depuis le 8 septembre, sont installés dans la région de Mouilly, notamment avec de la grosse artillerie. Il s'agit des mortiers de 305 Skoda autrichiens, qui tirent donc des obus meurtriers sur le fort de Troyon, qui résiste. Le 9 septembre, donc, le major Neuhoff de la 10e division d'infanterie allemande demande au capitaine M de se rendre, le capitaine M, H-E-Y-M, qui commande la garnison du fort de Troyon, donc il lui demande de se rendre. Cette reddition donc, va recevoir une position négative de la part de cet officier, même il y aura presque des noms d'oiseaux d'échanger justement, et la résistance et la vaillance des défenseurs du fort de Troyon continuent. Les Allemands continuent leur poussée, mais seulement, s'apercevant finalement que l'échec est peut-être cuisant pour eux, ils vont rebrousser chemin et ils vont se replier sur leur base arrière prévue dans la Wavre. Ça, c'est la première phase qui se déroule du 5 au 13. Mais la poussée allemande va se faire donc aussi sur Saint-Mihiel. Donc cette accalmie du 13 septembre au 20 septembre va permettre donc aux stratèges allemands d'étudier une nouvelle attaque. Cette accalmie permet également au général Joffre de se dire, puisque le front se calme de ce côté-là, j'ai besoin de troupes pour aller sur l'Oise notamment et en Argonne. Donc il va prélever l'état-major de la 2e armée plus le 20e corps dès le 17 septembre, qui sera suivi de la relève du 8e corps d'armée qui va lui se déplacer sur l'Argonne. Il ne restera plus finalement que la 75e division d'infanterie pour défendre cette partie des Hauts-de-Meuse, à savoir 7500 hommes en gros. Profitant de ce retrait, les Allemands se disent « Eh bien, c'est le moment d'attaquer ». Et dès le 20 septembre, c'est le coup de boutoir allemand qui se déroule sur les éparges. Donc, ils conquièrent la butte, qui restera entre leurs mains pendant 4 ans, qui est la limite nord du saillant de Saint-Mihiel. Ensuite, ils vont conquérir, en passant par la trouée de Spada, entre finalement les éparges et Saint-Mihiel, ils vont conquérir cette bonne ville de Saint-Mihiel dès le 24 septembre et le fort du camp des Romains le 25 septembre, avec une tête de pont en franchissant la Meuse, donc sur Chauveaucourt, mais ils seront stoppés
par l'aile droite et par l'aile gauche des armées françaises qui défendent le secteur. Entre-temps, le général Sarrail, commandant donc la 3e armée française, vu cette grande poussée, décide donc de faire détruire tous les ponts sur la Meuse entre Verdun et Saint-Mihiel. Malgré tout, les Allemands franchiront quand même la Meuse à Saint-Mihiel pour s'installer à Chauvecourt. Jusqu'à la grande offensive franco-américaine de septembre 1918. Le saillant de Saint-Mihiel est constitué en une ligne allant des Éparges, Saint-Rémy-la-Calonne, Spada, Saint-Mihiel, Apremont, Flirey, Pont-à-Mousson. Ce saillant de Saint-Mihiel sera définitivement constitué. Et il interdira dans sa pointe occidentale, sur Saint-Mihiel, notamment par la prise du fort de Caen des Romains, il interdira tout passage sur l'axe Commercy-Verdun, sur la voie ferrée également, et sur la portion navigable du canal latéral de la Meuse. Alors nous sommes maintenant dans le secteur du Bois d'Ailly, où vont se dérouler des combats épiques. En effet, les Allemands maintiennent le secteur en défensive notamment, et les Français veulent reprendre bien sûr évidemment la main. Donc il n'y aura de cesse finalement d'offensive et de contre-offensive à partir donc du mois d'octobre 1914, qui vont se dérouler, mais finalement il y aura beaucoup d'échecs, puisque les Allemands tiennent vraiment le secteur d'une main de maître. Alors au Bois d'Ailly, c'est le record absolu de morts, de tués, donc au kilomètre carré, car tellement ici le terrain va être, disons, morcelé, combattu par soit les Français ou soit les Allemands. Cet ossuaire du Bois d'Ailly que vous avez ici a été constitué sur d'anciennes casemates allemandes et renferme beaucoup d'ossements de soldats inconnus, français comme allemands d'ailleurs. Et vous avez ici des plaques posées par les familles en la mémoire de leurs défunts disparus, hélas, qu'ils ne retrouveront jamais. Vous avez également donc en face le monument du Bois d'Ailly, qui a été érigé en 1923 à la gloire de tous ces combattants, à la gloire des régiments qui ont combattu également dans ce bois. Et vous avez ici un monument assez poignant, puisque finalement sont inscrits sur sa colonne, si je puis dire, tous les régiments qui ont combattu sur le Bois d'Ailly durant la Grande Guerre 14-18. Il a été érigé en 1923. Alors, tous les ans, au mois d'août, donc, il y a une commémoration ici au Bois d'Ailly qui rappelle le sacrifice de tous ces braves tombés ici dans le secteur. Ce monument, non seulement il était à la gloire de tous les combattants du Bois d'Ailly, mais aussi aux combattants qui ont défendu le bois brûlé, la Louvière. Ici, vous avez également le bois Jura, le Jaulny, la Tête à Vache. Ce sont tous des secteurs où s'est déroulé des combats épiques. La Vaufferie et la Maison Blanche, voyez. Donc, ce sont des secteurs très parlants où se sont déroulés des combats très meurtriers. Je vais également lire une citation de Louis-Ferdinand Céline, cet écrivain, disons, maudit pour certains, qui a combattu pendant la Grande Guerre 14-18 et qui, dans son livre à succès, si je puis dire, a écrit cette phrase dans son livre « Voyage au bout de la nuit ». On n'est plus sot de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit.
un livre que je vous conseille de lire. Alors dans le bois d'Ailly, il y a un épisode dont il faut parler, c'est l'épisode du combat de la tranchée de la soif, où je suis actuellement en train de parcourir son cheminement. Comment s'est passée cette affaire? Il faut donc retenir la date du 17 mai 1915 où tout commence. Alors le 17 mai 1915, à 2 heures du matin, le 172e régiment d'infanterie, qui est dans le secteur, reçoit l'ordre de reconquérir les lignes qui ont été perdues et qui sont tenues par les Allemands. C'est la 7e compagnie et la 5e compagnie qui ont, si je veux bien dire, le privilège de monter à l'assaut des lignes allemandes. Ils conquièrent 1re, 2e, 3e, 4e et 5e ligne allemande, à tel point que les Allemands sont stupéfaits de voir des Français dans leur dispositif. Qu'à cela ne tienne, les Allemands ne vont pas bien sûr se laisser faire et vont contre-attaquer. Donc le commandant d'André, qui a avancé finalement un peu trop vite, a perdu la liaison avec la 5e compagnie qui se trouve sur ses arrières. Il se trouve isolé dans les lignes allemandes. Il décide de défendre coûte que coûte ses positions. Il tient à ce moment-là la 5e ligne, une partie de la 5e ligne et une partie de la 4e ligne. Sur la 5e ligne, il ne peut pas se maintenir tellement la poussée allemande est forte. Il se replie donc sur la 4e ligne. Et cette 4e ligne, eh bien finalement, c'est cette tranchée qui deviendra la plus connue, disons, du secteur du saillant de Saint-Mihiel, la tranchée dite de la soif. Alors pourquoi dite de la soif? Tout simplement parce qu'il va se maintenir là, finalement, 48 heures, en subissant sans cesse les assauts allemands, non seulement les assauts d'infanterie, mais également des bombardements d'artillerie. Il est coupé de ses arrières, le commandant d'André. Il ne reçoit plus de ravitaillement. Les gourdes sont vides et il fait chaud en ce 20 mai 1915, après 2 jours de lutte incessante. Les soldats ont soif, ils ne peuvent plus s'alimenter et bientôt les munitions sont épuisées. Alors ils vont continuer à combattre car il était prévu finalement qu'ils se combattent jusqu'au dernier. Et les Allemands, après une ultime poussée, finalement vont faire prisonniers les rescapés finalement de la 7e compagnie. Ils sont finalement 63 à partir en captivité. Et c'est le commandant d'André qui va finalement quitter cette tranchée où je suis actuellement en dernier. En montant dans le camion qui l'emmènera vers un oflag, il dit au revoir à ses camarades en leur criant « Soldats, n'oubliez pas la tranchée de la soif !» Pour revenir sur le 172e RI, il faut savoir que ce régiment, formé de Parisiens, de Lyonnais et ainsi de suite, donc, est arrivé ici en septembre 1914, le 29 septembre 1914, pas vraiment sur le bois d'Ailly où nous sommes, mais plutôt de l'autre côté, vers Apremont, du côté du bois Jura, où il a déjà combattu. Ensuite, il repartira vers le mois de mars, dans un autre secteur, et reviendra en catastrophe ici,
reprêter main forte aux troupes qui combattaient vaillamment, justement pour reprendre les lignes adverses. Alors en poursuivant la tranchée de la Soif, dont voici encore une partie, nous arrivons au monument dédié à la gloire du 172e et 372e RI, le 372e RI étant bien sûr le régiment de réserve du 172e. Pourquoi? Tout simplement par rapport à ce que je vous ai raconté précédemment, à la gloire surtout de la 7e et bien sûr sans oublier également la 5e compagnie. Alors vous avez ici le déroulement des combats le 20, 21 et 22 mai 1915. Le 172e régiment d'infanterie où il a combattu, en Alsace, au Bois d'Ailly, Champagne, Verdun, la Somme, Hélène. Et le 372e, donc son régiment de réserve, qui a combattu dans les Vosges, Kara-Oldzali, Florina, Monastir, Albanie et en Bosnie. Voilà. Donc vous voyez que ce sont des régiments finalement qui ont beaucoup donné pendant la Grande Guerre. Un hommage a été rendu par notre président de la République meusien, Raymond Poincaré, en l'honneur du 172e. Ici, une poignée de braves résista encerclée pendant 3 jours aux assauts de la garde allemande, extraordinaire épopée d'un bataillon du 172e RI. Il s'agissait de la 7e compagnie qui avait franchement maille à partir avec les troupes allemandes dans ce secteur. Bien, nous venons de terminer la première partie concernant le secteur du saillant de Saint-Miel. Nous verrons une prochaine fois un autre secteur, à savoir le bois brûlé, où fut prononcé le célèbre terme par Jacques Péricard, adjudant alors, debout les morts, et nous verrons également les combats du bois Jura. Je vous dis au revoir, à bientôt et portez-vous bien.